Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette 11e édition de Santé Live, cette émission qui vous est présentée par l'Université de La Réunion, une émission construite en collaboration avec l'Observatoire régional de la santé, le CHU, l'IREPS Réunion, et tout spécialement une émission aujourd'hui qui est soutenue par l'Agence régionale de santé. Alors aujourd'hui, nous sommes le 2 novembre, nous sommes en direct a été lancée hier, vous le savez certainement, vous l'avez vu passer, l'édition 2023 de la campagne Moi sans tabac. C'est effectivement le défi qui est proposé aujourd'hui à tous les fumeurs, le défi de passer 30 jours sans tabac. Donc on a évidemment sauté sur l'occasion pour vous proposer cette émission qui est dédiée au sevrage tabagique. Ce n'est pas n'importe quel sujet, y compris sur notre territoire à La Réunion. Si je donne un petit rappel comme ça, le tabac, ça représente 120 000 fumeurs à La Réunion. Il faut également savoir que sur l'ensemble de ces fumeurs, 7 fumeurs sur 10 émettent le souhait de vouloir arrêter. Donc espérons que peut-être cette émission permettra à certains de sauter le pas. Alors pour ceux qui ne connaissent, vous le savez, c'est une émission que l'on fait avec des experts, des professionnels, des sujets, des reportages. Le but étant de vous informer au maximum. Nous traiterons cette émission en 3 grandes parties. D'abord, nous aborderons les contextes, les enjeux, pourquoi c'est un sujet, le sevrage tabagique, aussi bien au niveau national qu'à La Réunion. Dans un deuxième temps, nous prendrons le temps de vous expliquer les mécanismes de sevrage, bien comprendre comment ça marche. Si on veut arrêter de fumer, comment ça peut se passer. Enfin, nous aborderons les méthodes. Il y en a plusieurs, vous en voyez passer dans les médias, sur les réseaux sociaux. Nous essaierons de décortiquer cela. Et puis enfin, nous abordons dans une 3e partie de l'émission les politiques, les actions, ce qui est fait pour favoriser, pour vous aider à passer le pas. Je vous propose immédiatement de nous jeter dans la première partie de l'émission. Contexte et enjeu du sevrage tabagique, comme je vous l'avais dit, cette émission, je ne vais pas la faire tout seul, nous avons des invités et même plusieurs invités qui sont là avec nous pour parler de ce sujet. Certains invités sont ici avec moi sur le plateau et d'autres à distance, car ils ne sont pas sur le territoire et ont quand même accepté, par l'intermédiaire de la visio, de participer à la mission. Alors je commencerai par ceux qui sont en visio. Nous avons Justine Avenel. Justine Avenel, bonjour, de Santé publique France. Bonjour à tous. Bonjour. Alors peut-être en quelques mots nous dire ce que vous faites et on comprendra très très vite pourquoi vous êtes invité de cette émission. Alors, donc je travaille, comme vous l'avez dit, chez Santé publique France, donc qui est l'agence nationale de santé publique pour tout le territoire français, et je m'occupe de concevoir et de mettre en œuvre la campagne Moi sans tabac sur tout le territoire, et je m'appuie sur des structures régionales dont vous faites partie. Merci beaucoup et merci d'avoir accepté cette invitation à participer aujourd'hui à Santé Live. Alors, une autre invitée, alors que vous connaissez, que l'on a déjà reçue à plusieurs reprises dans cette émission, le docteur Bérénice Doré. Bonjour, docteur Doré. Bonjour, bonjour Cédric, bonjour à toutes et tous. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver à plusieurs titres déjà parce que j'occupe une fonction de chargée de mission, prévention et promotion de la santé à l'Université de La Réunion et je suis doyenne de l'UFR Santé de La Réunion où nous avons le projet à très court terme de mettre en place un campus sans tabac. Merci beaucoup, nous aurons l'occasion d'y revenir. Et puis enfin, toujours à distance en visio, le docteur Galera. Bonjour, docteur Galera. Bonjour à tous. Merci pour votre invitation. Moi, je suis médecin tabacologue. Je coordonne un programme d'éducation thérapeutique dédié au tabagisme en région Occitanie et je suis membre du conseil d'administration de la Société francophone de tabacologie. Merci beaucoup d'avoir invité. Vous interviendrez là, ici, au titre un peu d'expert, comme certains de nos invités sur le plateau, sur la question du sevrage tabagique. Alors venons maintenant sur le plateau, ceux qui sont ici autour de moi. Je commencerai à ma droite par Nelly Lachoumi de la CGSS. Bonjour. Bonjour Cédric, bonjour à tous, à toutes et à tous. Donc je suis Nelly Lachoumi, chargée de mission au service prévention santé de la CGSS. Merci beaucoup. On va continuer à ses côtés avec le docteur Morlon.
Bonjour Cédric, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je m'appelle en effet Lucas Morlon, je suis cardiologue à la clinique Sainte-Clotilde et président de l'association des tabacologues de La Réunion. Merci. Et puis enfin, à ma gauche, Brice Picard. Bonjour Cédric, bonjour à tous. Moi c'est Brice Picard, donc je suis infirmier libéral et également tabacologue et membre de l'association des tabacologues libéraux de La Réunion. Effectivement, cette association, alors, qui a participé beaucoup avec nous à construire cette émission et qui sont très actifs et dynamiques sur le sujet du sevrage tabagique à La Réunion. Alors, ceux qui ont l'habitude de nous regarder savent qu'on a cette habitude, nous, de démarrer avec vous, surtout. On aborde un sujet et il est bon ton de démarrer de ce que vous savez et de ce que vous avez à en dire sur le sujet. Je vous propose tout de suite de regarder le Street Science. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Street Science dans lequel nous allons parler du sevrage tabagique. Selon les chiffres de Santé publique France, 12 millions de Français fument quotidiennement. Parmi eux, 59% de la population souhaiterait arrêter de fumer. Mais comment s'y prendre? On vous tend le micro. Que savez-vous de l'arrêt du tabac? Je pense que c'est compliqué pour la plupart des fumeurs parce que la nicotine, ça crée de la dépendance. Ils ont besoin de ça. Je pense qu'il y a peut-être un suivi à faire. Enfin, je pense que c'est progressif, que ça se fait pas tout d'un coup, non? Il faut faire du sport. Dans le sport, on peut arrêter tout. Comment s'y prendre? Se forcer soi-même. Volonté, 90%. Le poisson qui reste, le prix, il peut jouer un rôle aussi. Réduire la fabrication. Déjà réduire l'achat des paquets et puis la fréquence aussi de fumer. Il faut y avoir bonne volonté, soit la maladie est travaillée, arrête pas que ça, moi pas comment il peut arrêter. Mais déjà c'est avec la volonté, c'est pour votre santé aussi. C'est ramasser l'argent au lieu d'acheter cigarettes, d'acheter à manger. Parce que la plupart du temps, comme nous voit, le monde préfère acheter plus de cigarettes qu'à manger. Après c'est votre choix. Mais si vous pouvez pour arrêter, il faut vraiment connaître quoi? C'est aller en vidéo même. C'est dans le dialogue qu'on peut réussir de gérer ce problème. Parler gentiment. Comment nous pourrons encourager les gens à arrêter de fumer? Mettez une grosse amende aux gens qui fument. Enfin, aller augmenter le prix et après déjà faire moins d'espace fumeur. Ça encouragerait moins les gens à aller à certains endroits parce que on peut pas fumer. On peut mettre toutes les images, n'importe quoi, chez cigarette et les gens ils fument toujours. Arrêter de fumer, là, peut dire pour arrêter parce que moi, à moi-même, de ma part, moi, 60 ans, je fume. Moi, j'essaie d'arrêter. Quand le docteur dit comme ça, écoute bien, je fume perd 50% de mon souffle. Si je continue, je me retrouve moi avec un bac d'oxygène et je marche partout ensemble. C'est là que m'en arrêté. Faire plus de propagande, on va dire, dans les rues, mettre des affiches, leur faire dégoûter de la cigarette. Merci à tous pour vos réponses. Pour tout savoir sur l'arrêt du tabac, retrouvons sans plus tarder Cédric en studio. Toujours intéressant de partir de ce que vous savez et de ce que vous dites. Alors, je me tourne vers nos invités, qu'ils soient en visio ou qu'ils soient avec moi sur le plateau. Comment on pourrait réagir à ce qui est dit là? Un certain nombre de choses ont pu être dites là. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué? Peut-être, j'interroge en premier lieu, peut-être ceux qui sont en visio, ils sont plus loin. Je pense que c'est mieux de commencer. Est-ce que vous avez à réagir sur ce qui nous a été dit là? Pardon. Alors, si je peux me permettre, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a quand même entendu à plusieurs reprises la notion de volonté. Une des personnes interviewées a même évalué la motivation à 90% de la réussite. Il faut rappeler que le tabagisme, ça ne peut pas se résumer à une question d'habitude ou de comportement et donc à une question de volonté. C'est d'abord et avant tout une dépendance physique à la nicotine. Et on ne le répétera jamais assez, la nicotine est une drogue plus dure que ne l'est l'héroïne. Donc, si vous voulez échouer dans une tentative d'arrêt du tabac, basez-vous sur la volonté. Vous avez 3% de chances de succès, donc 97% de chances d'échec. Voilà, il faut vraiment que les patients bénéficient d'une substitution nicotinique bien dosée, on y reviendra. C'est en effet quelque chose qu'on a beaucoup entendu jusqu'à maintenant, que pour arrêter de fumer, c'était d'abord et avant tout une histoire de volonté. On va voir tout au long de cette émission que c'est un petit peu plus complexe que cela. Est-ce que autre chose vous a fait réagir? On a évoqué, il y en a qui ont parlé du sport, je crois. On a évoqué aussi des mesures plus restrictives, de réduire la quantité d'espace fumeur. Est-ce que c'est des approches qui vous semblent aller dans l'air du temps ou efficaces? Tout ce qui est politique restrictive l'addiction nicotinique, c'est une maladie chronique. Donc c'est vrai que restreindre les accès fumeurs sans leur permettre de faire un sevrage nicotinique bien mené, ça ne serait pas très utile, en tout cas pas très rentable. Il
faudrait faire, c'est vraiment accompagner les fumeurs, comme le disait Dr Galera à juste titre, dans le cadre d'un sevrage nicotinique avec un accompagnement par un professionnel. Ça mettrait beaucoup plus de chance en fait du côté du sevrage plutôt que juste se baser sur la volonté et restreindre en fait l'accès aux cigarettes, que ce soit par une montée des prix et ou restreindre la possibilité de fumer dans les lieux publics par exemple. On entend donc, et ce qu'on comprend donc, c'est qu'il n'y aura de toute façon pas de recette magique ou miracle à cette question. Il y a un certain nombre de leviers à activer. En tout cas, un certain nombre de choses ont été dites aussi dans ce reportage, que c'était long, que ça se faisait dans le dialogue. Et on voit effectivement que même au sein de la population, les connaissances avancent sur le sujet. Et on se propose justement avec ce genre d'émission d'y contribuer, de continuer à la faire avancer. Alors, continuons dans cette première partie, contexte et enjeu. Avant de rentrer dans le sujet du sevrage, peut-être le point de départ, qu'enfin, s'il y a une nécessité de sevrage, c'est qu'au départ, il y a quand même une addiction, une dépendance. C'est pour ça que c'est si compliqué après. Peut-être qu'on pourrait partir de là. Je vais interroger peut-être vous, Dr Morlon ou Brice Picard. Qu'est-ce qui fait l'addiction de manière un peu précise dans la consommation de tabac ? Ce qui fait l'addiction, en fait, c'est le shoot nicotinique. C'est vraiment la rapidité, enfin ça marche pareil pour toutes les drogues. C'est la rapidité d'accès en fait de la drogue dans le cerveau, la montée en fait. La nicotine, de mémoire, ça tourne dans les 7 secondes, donc c'est une des molécules les plus addictogènes, c'est plus addictif que l'héroïne, d'accord ? Donc dire à des gens qui prennent de l'héroïne ou quelque chose de plus puissant que l'héroïne, c'est juste une histoire de volonté. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et donc en fait, voilà, c'est une histoire de shoot et le cerveau va faire des récepteurs en fait pour attraper en quelque sorte ce shoot et en redemander en fait faire du craving en fait, c'est le mécanisme de dépendance. D'accord, donc ce qui fait le côté très addictif du tabac, c'est qu'il nous apporte quelque chose très très vite. Voilà, 7 secondes, et c'est ça qui lui donne ce pouvoir particulièrement addictif. Tout à fait, il donne du plaisir, il délivre du plaisir de manière très très rapide. Le cerveau est très fainéant et adore ce qui apporte beaucoup de plaisir sans effort. Donc la nicotine, c'est super pour ça. Donc on comprend mieux ici pourquoi ce phénomène a aussi une telle ampleur. Je disais en introduction de l'émission, 120 000 fumeurs à La Réunion. Si on est à peu près 850 000 sur l'île, on fait assez vite le ratio. On voit que c'est une proportion qui est non négligeable. Avec ce que vous dites là, on peut imaginer assez facilement comment ça peut devenir un problème pour l'ensemble de la population. Et puis, je ne l'ai effectivement pas dit en début d'émission, mais c'est un enjeu de santé publique considérable. On entend très souvent aujourd'hui, alors c'est pas très reluisant de le dire, mais on sait qu'un fumeur sur 2 aujourd'hui mourra très 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 probablement d'une complication, ou en tout cas d'une pathologie liée à sa consommation de tabac. L'enjeu de cette partie est de démontrer comment c'est un vrai sujet de santé publique. Je pense que là, c'est relativement clair. Alors, maintenant qu'on a compris que le point de départ, c'est la dépendance, pourquoi le tabac est si puissant en termes de dépendance, on l'a vu, c'est sa durée, sa réactivité, le fait qu'il délivre du plaisir très très vite. On va maintenant rentrer dans le sujet de l'émission qui est vraiment le sevrage. Alors, avant d'aller beaucoup plus loin, le sevrage tabagique, est-ce que c'est quelque chose qui est ancien, pas ancien? Alors on s'est renseigné et on vous a préparé une petite animation, l'idée étant d'essayer de retracer l'histoire du sevrage tabagique. Quand est-ce que ça a commencé? Quels sont les événements particuliers ou les dates qui font l'histoire du sevrage tabagique? Tout de suite, la petite histoire du sevrage tabagique. La France est le pays de la liberté, de la gastronomie et de la culture. Mais elle a également été le théâtre d'une bataille acharnée contre un ennemi silencieux, la cigarette. Pour comprendre cette lutte, voyageons à travers le temps à la recherche des moments décisifs du sevrage tabagique en France. C'est à partir de 1492 que l'usage du tabac se répand en Europe, et donc en France, après la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Plus de 400 ans plus tard, en 1949, la publicité pro-tabac connaissait son apogée. Les cigarettes étaient alors promues comme des symboles de liberté et de virilité. Dans les années 50, les premières études épidémiologiques prouvent la toxicité du tabac.
Les années 60 sont marquées par la mise en place du plan des 5 jours, un système d'accompagnement et de motivation à l'arrêt du tabac qui a fait ses preuves. Le principe, un petit groupe de personnes souhaitant arrêter de fumer se réunit 5 soirs de suite, en compagnie d'un ou deux professionnels, un médecin, un tabacologue, psychologue. L'interdiction de la publicité pour les produits du tabac à la télévision et à la radio ne se fait qu'en 1976. C'est un premier pas vers la prise de conscience. En 1984, c'est l'apparition de la nicotine sous forme de gomme. Les patchs apparaissent 6 ans plus tard, en 1990. En 1991, c'est le début des avertissements sanitaires sur les paquets de cigarettes. Il s'agit là d'une tentative de dissuasion visuelle. Le changement le plus marquant s'effectue en 2007 grâce à l'interdiction de fumer dans les lieux publics, les restaurants et les bars. La protection de la santé publique était au cœur de cette mesure. L'émergence de la cigarette électronique comme alternative au tabac traditionnel se fait à partir de 2016. Une véritable lueur d'espoir pour les fumeurs en quête de sevrage. En 2019, le remboursement des substituts nicotiniques à hauteur de 65% est mis en place par la Sécurité sociale. C'est un soutien financier bienvenu pour ceux qui voulaient arrêter de fumer. Aujourd'hui, la France continue de lutter pour un avenir sans tabac, en offrant des ressources, des traitements et du soutien aux fumeurs désireux de se sevrer. Il existe différentes méthodes pour arrêter, reste à chaque fumeur de trouver celle qui lui correspond le mieux. L'essentiel, c'est de choisir la santé. Voilà donc la petite histoire du sevrage tabagique. Alors, elle n'est probablement pas exhaustive, cette histoire, hein. On l'a composée du mieux qu'on l'a pu. Peut-être les experts qui sont avec nous, est-ce que vous souhaitez déjà réagir, voire compléter cette histoire du sevrage tabagique? Peut-être Dr Galera? Oui, avec plaisir. Alors d'abord, c'était très très bien fait. On a un très court laps de temps de balayer comme ça l'histoire du tabac. Juste pour pas se tromper sur l'ancienneté du tabagisme. Oui, le tabac, il a été rapporté des Amériques en Europe, donc il y a plusieurs siècles. Mais comme l'a dit Lucas Morlon tout à l'heure, le problème central avec le tabagisme et donc la dépendance dont on a parlé, c'est le shoot. Or, c'est vraiment les cigarettes. À partir du moment où on a fabriqué des cigarettes de façon manufacturée, c'est-à-dire après les guerres mondiales, on a eu vraiment cette emballée du tabagisme avec les conséquences sanitaires qu'on connaît aujourd'hui. Donc, ce qui est bien central, c'est ne pas se tromper avec la question du tabac, mais avec la question du shoot de nicotine. À partir de quand on a commencé à administrer aux consommateurs de tabac la nicotine en shoot? Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui face à une telle épidémie sanitaire. Et ce qui rejoint beaucoup de questions qu'on va aborder avec la vape et le reste tout à l'heure, j'en doute pas. D'accord, j'entends donc effectivement la consommation, dans cette histoire, on pourrait dire finalement la consommation de tabac est devenue problématique en fait après la Seconde Guerre mondiale, c'est ça, dès lors qu'on a manufacturé la fabrication des cigarettes. Est-ce que vous y Oui, avez... ce qui a été vraiment... Pardon. Oui. Ce qui a vraiment été un tournant en fait... Pardon. Et qu'on a appris lorsque la justice américaine a saisi les documents internes des industriels du tabac en 98, c'est à partir du moment où les industriels tabac ont ajouté de l'ammoniac à la nicotine pour en optimiser le shoot auprès des fumeurs, en sachant délibérément que ça allait modifier leur cerveau. Lucas Morlon a très bien dit, effectivement, utiliser le terme maladie chronique. Le tabagisme, c'est une maladie neurologique chronique, au sens où lorsqu'on a été exposé au shoot de nicotine avant 25 ans, une partie du cerveau qui est l'aire tegmentale ventrale est dérégulée et ne fonctionnera correctement que s'il y a un apport de nicotine. C'est ce qui piège le client à devoir quotidiennement s'apporter sa dose de nicotine pour ne pas avoir de troubles de l'humeur ou de prise de poids. Une fois qu'on a dit ça, on comprend très très bien, en tout cas mieux, que ça ne pourra pas s'agir que d'une histoire de volonté. Justement, on va avancer sur ce sujet, hein, sur la question du sevrage. Ce qu'on voit finalement à travers la petite histoire qui est passée là, c'est que depuis 1960, il se passe des choses sur la question de l'arrêt du tabac, sur la question du sevrage, avec l'arrivée aussi de substituts. On a parlé des gommes, on a parlé des patchs. Alors, il y a la question aussi de la cigarette électronique. Mais par exemple, hein, l'arrivée aussi de la prise en charge, ça souligne aussi le fait qu'aujourd'hui, il y a maintenant des protocoles de la prise en charge. Il y a une prise en charge possible de la dépendance qui ouvre en fait l'espoir à des méthodes efficaces.
Peut-être je m'adresse là plutôt au docteur Morlon ou à Brice qui accompagne aussi des patients fumeurs. Oui, bien sûr. Bah, à mon niveau, en tout cas, en tant que paramédical, faut savoir que depuis janvier 2016, nous, les infirmiers, on est habilités aussi à prescrire des substituts nicotiniques et du coup à accompagner aussi les patients fumeurs. Et pour la petite parenthèse, c'est quand même une grande avancée pour nous de pouvoir accompagner au plus près les patients. Moi qui suis infirmier libéral et qui intervient à domicile, c'est une opportunité de pouvoir intervenir auprès du patient directement pour pouvoir lui apporter les informations et les soins nécessaires aussi. Docteur Morlon, une précision? L'essentiel a été dit. Alors, finalement, ce qui permet de clôturer un petit peu cette première partie, et évidemment de plonger dans la suivante, c'est que en 2023, on est sorti de cette phase où c'était évidemment une histoire de volonté. Aujourd'hui, il y a des protocoles, des traitements, des dispositifs aussi de prise en charge et d'accompagnement, ce qui donne quand même beaucoup d'espoir à l'idée de venir à bout de cette problématique que peut poser le tabac aujourd'hui. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller vers la suite de cette émission, la deuxième partie. On va maintenant, d'une manière... L'objectif très pédagogique, c'est déjà comprendre comment peut se passer le sevrage, quelle est la mécanique du sevrage, et on abordera également les méthodes. Je vous propose tout de suite la deuxième partie de l'émission. Là encore, on a trouvé utile d'aller vous voir et de savoir ce que vous en savez. Qu'est-ce que c'est que pour vous le mécanisme du sevrage? Quelles sont les méthodes que vous connaissez pour arrêter de fumer? Donc encore une fois, je vous propose un Street Science. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Street Science. Nous vous parlons la dernière fois de l'arrêt du tabac. Nous allons voir ensemble quelles sont les méthodes pour y parvenir. Les connaissez-vous? On vous pose la question. À votre avis, quels sont les freins à l'arrêt du tabac? Je sais même pas pourquoi les gens fument réellement, comment ils ont commencé surtout. Parce que vous êtes trop amoureux, ils pensent. Vous allez amoureux, vous allez tracasser, vous allez l'appeler leur auto de flamme, et là, ils filment. Ils pensent c'est ça, hein? Je crois qu'il faut qu'ils prennent conscience un peu dans la tête, qu'ils arrêtent de fumer. Peut-être un vice. Les connaît pas ça que les fait. Quand il fait une belle affaire, les voir, il est contraire pour sa santé. Est-ce que vous connaissez quand même les méthodes pour arrêter de fumer? On a les patchs, tout ça. Caché aussi. Je sais que l'hypnose aussi aide beaucoup. Après, il faut fumer pour savoir, mademoiselle. S'il met un peu de la bonne volonté, et puis il y a un petit peu de il met de sa poche quand il a envie de fumer, il marche. Le sport, c'est tout. C'est le sport. On peut arrêter à un moment à l'autre. Est-ce que vous pensez qu'il y a une méthode qui marche mieux que d'autres? Des plantes médicinales. C'est ça qui prouve que la science, des fois, il y a tort qu'il va arrêter avec un patch. S'occuper l'esprit pour ne pas avoir envie de fumer, je pense que c'est autant comme un alcoolique. Je pense que les chewing-gums ou les patchs, il y a quelque chose où le corps va demander. Les bonbons à la nicotine, ça je pense que ça aide. Il fait casser peut-être les patchs. Et que penses-tu de la vape? La batterie, tout ça, il explose. Quel produit il y en a dedans? Encore, on dirait une voix, encore un peu de tabac dedans. Dans le vape là, le tabac. Je pense que c'est juste une alternative, mais qui n'est pas forcément mieux. C'est le geste qui se répète, ça reste quelque chose d'addictif aussi. Le cigarette électronique, c'est plus mauvais encore, parce que le jeu, il aura pris ce produit pour mettre dans le cigarette, les gens vont reprendre le cigarette, parce qu'il y a une habitude avec la fumée de sa bouche. Ça m'intéresse pas. Moi, je suis de sport tous les jours. C'est une drogue pour moi. C'est le mental qui gère tout. C'est la plus grosse connerie qu'on a pu faire. C'est aussi toxique que les autres. Est-ce que tu sais que c'est un outil pour arrêter la cigarette? Je pense que c'est un outil pour arrêter la cigarette. C'est faux. Parce qu'on a des gens devant moi qui fument la cigarette électronique. Aujourd'hui, ils refument la cigarette en paquet. Donc c'est la volonté. Patch, hypnose ou encore simplement la volonté. Pour savoir quelle méthode est la plus efficace, retrouvons sans plus tarder Cédric en studio. Les méthodes pour arrêter de fumer, vous voyez, celles que vous connaissez, elles sont nombreuses. On nous parle de sport, on nous parle de plantes médicinales, on nous parle évidemment des substituts. On a évoqué les patchs, certains ont évoqué les cachets, la volonté, on y revient encore une fois. Est-ce que vous souhaitez, que ce soit en visio, que ce soit sur le plateau, réagir à ce micro-trottoir? Nelly. Je veux bien réagir. Ah, pardon. Ah oui. Allez-y. Justine, allez-y. Priorité à ceux qui sont en visio, vous n'avez pas l'honneur d'être avec nous. Merci. Comme tout à l'heure le disait le docteur Galera, on voit que la volonté à la vie, vraiment les gens ont beaucoup cette idée-là en tête.
Et je ne sais pas si vous avez remarqué, parce qu'on le retrouve dans le micro-trottoir que vous avez fait, mais nous aussi, on le retrouve dans plusieurs études qualitatives qu'on conduit. C'est quelque chose qui est surtout très fort chez les hommes, justement ce côté de je peux y arriver tout seul, de ma volonté, qu'on va retrouver un peu moins chez les femmes qui, et d'ailleurs ça se voyait dans votre micro-trottoir, une des femmes qui était interrogée parle des substituts, ce genre de choses, et elles vont être beaucoup plus demandeuses d'aide. Elles ont aussi, souvent, du fait des grossesses, eu déjà une première tentative de sevrage pendant une grossesse. C'est forcément plus fréquent chez une femme que chez un homme. Mais il y a vraiment cette différence qu'on va retrouver entre les hommes et les femmes qui n'abordent pas du tout le sevrage de la même manière. Donc effectivement, une représentation qui a la vie un peu dure, hein, elle est là depuis un moment, et puis en plus qui est particulièrement masculine, selon ce que nous dit Santé publique France, en tout cas au travers Justine. Nelly, vous vouliez... Justement, ce que je souhaitais ajouter, c'est que les femmes parlent plus d'un suivi, d'un accompagnement sur le long terme. Elles connaissent les méthodes, et les hommes s'arrêtent plutôt au sport, à la volonté. J'ai l'impression que les hommes ne savent pas qu'il y a un accompagnement qui existe. Voilà, c'est pas que des patchs qu'on met ou c'est pas que du sport qu'on va faire. C'est un accompagnement par un professionnel de santé. Peut-être qu'ils savent, peut-être que c'est une fierté un peu mal placée, non? Mais probablement que on peut retrouver, je pense, dans plein d'autres sujets de santé publique, cette balance en fait entre les hommes et les femmes et des positionnements assez différents. Peut-être, docteur Bérénice Doré, même sur d'autres sujets, sur des questions comme l'alcoolisme, etc. Est-ce qu'on peut retrouver cette différence entre les hommes et les femmes? Oui, on la retrouve, mais je dirais de façon générale, je trouve que chez les hommes vont pointer vraiment la question de la volonté. C'est une question de volonté, donc finalement, si c'est une question de volonté, c'est à moi seule de me débrouiller, ça ne dépend que de moi. Tandis que les femmes vont toujours, alors que ça soit la question du tabac, mais l'alcool, on en parle souvent ensemble, Cédric, en particulier pour le tabac, pour l'alcool, c'est autre chose et c'est souvent plus tardif et plus caché, mais notamment pour le tabac, comprendre que c'est peut-être pas que de la volonté, donc il va falloir qu'on travaille ensemble et qu'il y ait un réseau qui se mette en place pour pouvoir aider, pour pouvoir accompagner. On sent vraiment cette différence-là. Et c'est vrai qu'on le retrouve, je pense, dans l'ensemble des addictions, avec ou sans substance d'ailleurs. Donc vraiment cette disparité homme-femme. La prise en compte de cette spécificité, là, elle est aussi intéressante pour l'ensemble des professionnels de santé parce que il me semble finalement que c'est nécessaire d'en tenir compte dans la manière dont on va prendre en charge des hommes pour être peut-être plus insistant sur informer sur l'accompagnement possible, sur l'intérêt, être plus objectif sur l'efficacité de la simple volonté, par exemple. Peut-être que ça va. Donc, du coup, l'émission, elle sert à ça aussi, à souligner ces choses-là pour aider les professionnels à mieux prendre en charge et mieux accompagner leurs patients. Alors, comme je vous l'évoquais, promis pour cette édition, c'est de mieux comprendre le sevrage tabagique dans sa deuxième partie et les méthodes. Alors, c'est vers le docteur Galera, en visio, que je me tourne avec une question. Alors, simple ou pas, à vous de me le dire. C'est quoi les mécanismes du sevrage? Comment ça fonctionne, le sevrage tabagique? Alors, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de sevrage tabagique. Il y a surtout et avant tout un sevrage nicotinique. C'est-à-dire que souvent, le fumeur va avoir la notion que ce qui va lui manquer, ça va être la gestuelle, le lien social, le passage de la fumée dans la gorge. Et en fait, nos patients qu'on substitue de façon efficace sont souvent très agréablement surpris de voir que tout ça s'est estompé assez facilement finalement. Donc, il faut bien rappeler, je le redis, voilà, que la nicotine, et Lucas Morlon l'a dit aussi, est une drogue, lorsqu'elle est shootée au cerveau, plus addictive que l'héroïne. Donc, on sous-estime encore énormément le niveau de dépendance physique à la nicotine des consommateurs de tabac, qui se retrouvent piégés parce qu'après plusieurs années d'exposition au shoot de nicotine, ils sont victimes. Donc, il n'y a pas de culpabilité à fumer. On est la première victime de la consommation de ces produits, d'une maladie neurologique chronique, une dérégulation de la zone du cerveau qui gère les émotions, l'attention, la concentration. C'est l'aire tegmentale ventrale. Et ça a été dit, c'est la multiplication des récepteurs nicotiniques suite au shoot de nicotine qui est à l'origine de cette dérégulation. Et c'est ce qui condamne quelque part
cette victime de l'industrie du tabac à devoir quotidiennement s'auto-administrer une dose de nicotine pour éviter les syndromes de sevrage. Donc, puisque vous m'interrogez sur les syndromes de sevrage, en fait, c'est assez simple. Quelqu'un qui ne reçoit plus la dose de nicotine à laquelle son cerveau s'est accoutumé va avoir les conséquences du déficit d'attention, de concentration, de mémorisation, donc de l'irritabilité, de la nervosité, des troubles de l'humeur, une envie de compenser par du grignotage. Alors, il y a un monsieur qui parlait beaucoup de sport, moi je suis médecin du sport de formation, effectivement on peut trouver une compensation dans la sécrétion des endorphines, de la dopamine, et on a certains ex-fumeurs qui glissent vers ce qu'on appelle la bigorexie, c'est l'addiction au sport pour compenser cette dépendance qu'ils ont finalement vaincue avec notre addiction. Bon, à choisir, c'est peut-être celle qu'il faut choisir parmi d'autres. Et souvent, il y a une compensation qui se fait au niveau alimentaire avec le sucre aussi et la prise de poids. Donc, trouble de l'humeur, prise de poids, c'est les deux indicateurs du sevrage. Si j'ai répondu à votre question. Oui, alors merci beaucoup. Alors, ce que vous me dites là, ça m'invite à une remarque pour revenir sur le sujet de la volonté. Est-ce que finalement, on ne pourrait pas dire attention à la volonté, s'appuyer uniquement là-dessus? Est-ce que ça ne pourrait pas avoir un effet contre-productif, c'est-à-dire nous faire glisser vers l'addiction à autre chose, en fait? Parce que de ce que j'entends là, on pourrait avoir le réflexe de compenser le shoot et ce que ça nous apporte. Et donc, on pourrait glisser. Alors, peut-être que le sport, c'est la moins pire des addictions, mais on pourrait peut-être observer effectivement des glissements vers des addictions tout aussi dangereuses, mais autres. Alors, on peut complètement abonder dans ce sens. Un fumeur qui s'entend dire par une blouse blanche, vous devez arrêter de fumer. Moi, j'apparente ça à la maltraitance. Il ne peut pas arrêter de fumer. 97% des fumeurs sont piégés par cette dépendance physique. Vous le dites très bien, vous avez évoqué les chiffres. 59% des fumeurs déclarent spontanément souhaiter arrêter de fumer, et pourtant seuls 3% y parviennent. C'est pas une question de manque de motivation, de volonté. C'est qu'une fois confronté au manque de nicotine, je veux dire, tout a été fait pour ça. L'industrie du tabac a délibérément administré de la nicotine à ses clients dans le but d'en faire des clients quotidiens à vie. Et si vous me permettez une citation, je vais vous citer une phrase qui a été extraite des documents secrets, enfin récupérés par la justice américaine dans les industriels du tabac. Je ne vais pas citer l'entreprise pour pas avoir de problème, mais en 1972, un de ces industriels du tabac écrivait, donc elle a 50 ans cette phrase, nous ne vendons pas des cigarettes. La cigarette n'est pas notre produit. Notre produit, c'est la nicotine, et notre industrie est basée sur la conception, la fabrication, la vente de doses de nicotine emballées de façon attirante. Et si vous lisez avec attention les documents internes de l'industrie du tabac, tout corrobore le fait que l'industrie du tabac n'est pas là pour vendre du tabac. D'ailleurs, quand elle est bloquée par les lois, qu'est-ce qu'elle fait? Elle synthétise de la nicotine synthétique qu'elle va administrer en inhalation, ce qui va permettre de reproduire le shoot. L'objectif, c'est simplement d'avoir une population d'accro à la nicotine qui vont consommer tous les jours. Donc, le problème est vraiment central. Donc, ça centre un petit peu la problématique du sevrage autour de, d'abord et avant tout, axer la stratégie de sevrage finalement sur le produit, sur la nicotine. C'est donc plutôt une démarche de substitut, j'allais presque dire médicamenteuse, mais c'est presque ça. Oui, c'est tout à fait ça. Et si vous voulez, je pense, ça n'engage que moi, mais je pense qu'en France, on a entre 10 et 20 ans de retard sur certains États américains ou le Canada qui disent mais c'est une aberration, on ne traite pas le tabac comme on traite les autres maladies. C'est-à-dire qu'il ne viendra l'idée à personne d'annoncer à un diabétique qu'il a un diabète et de dire il va falloir vraiment vous motiver pour corriger tout votre mode de vie. Et si jamais je vous prescris de la metformine ou autre chose, vous devez avoir une hémoglobine glycée impeccable. Je prends un autre exemple, vous avez de l'hypertension, dire c'est une question de motivation, il faut baisser votre taux de sel, et si je vous prescris un médicament, vous devez avoir une tension normale. C'est ce qu'on fait aujourd'hui encore en pratique, malheureusement beaucoup, c'est-à-dire qu'on dit c'est la volonté, si ça ne marche pas, je vais vous prescrire un traitement, le fameux patch, dont on verra qu'un patch nicotinique est très souvent sous-dosé pour les fumeurs, mais si je vous prescris le patch, vous ne devez pas fumer. C'est une aberration, c'est non seulement complètement contraire aux recommandations de bonne pratique, mais c'est encore la vie dure, et ça expose les fumeurs. Donc on parle bien de la première cause de mortalité évitable, la première cause, à une perte de chance
qui est aujourd'hui inexcusable face à la première cause de mortalité évitable. On a des traitements efficaces, on sait ce qu'il faut faire, mais effectivement, les fausses croyances ont la vie dure, y compris chez les professionnels de santé qui, malheureusement, n'ont pas bénéficié, moi le premier, dans ma formation initiale, d'une formation à l'aide au sevrage tabagique et à la prescription des traitements du sevrage tabagique. Donc, il y a beaucoup à faire. Alors, peut-être je me tournerai vers les tabacologues qui sont sur le plateau. Comment vous réagissez aux propos du docteur Galera? Je sais que vous inscrivez tout à fait dans cette logique. Pardon. Moi, si je peux réagir, en fait, c'est ce qu'a dit le docteur Galera est tellement vrai. Moi, en tant qu'infirmier, j'ai pas du tout été formé à l'utilisation des traitements de substitution nicotinique. Il a fallu que je me spécialise en tabacologie pour apprendre à les utiliser. Du coup, c'est vrai que on le voit souvent, il parle de volonté, et on a vu qu'il y en a, ils n'avaient pas l'air très très friands d'utiliser des patchs ou les gommes, mais c'est parce que les gens ont des idées reçues sur ces traitements et souvent ils sont mal utilisés aussi. Donc, que ça soit pour les gommes ou les pastilles, c'est souvent utilisé comme des bonbons et les patchs sont souvent sous-dosés. Et c'est en faisant ma spécialisation en tabacologie que j'ai appris à bien utiliser les traitements de substitution nicotinique en tout cas. Donc, pour y revenir sur la question de départ, qui est c'est quoi le mécanisme de sevrage? Donc le premier élément de la mécanique du sevrage, c'est gérer, traiter la dépendance à la nicotine, qui est donc quelque chose de physiologique et qui se traite. Quand on s'intéresse aux questions de sevrage, on peut lire qu'il y a 3 grands axes dans le sevrage. Il y a effectivement le sevrage physique, physiologique, c'est celui dont on vient de parler, le sevrage à la nicotine, mais on parle aussi du sevrage psychologique. Et on parle aussi du sevrage comportemental ou social, parce qu'effectivement, et vous le disiez tout à l'heure, docteur Galera, on parle de cette habitude du geste, de la sensation, ou même des habitudes plus sociales, conviviales, des contextes dans lesquels on consomme le tabac. Est-ce que ça fait partie, c'est des éléments qui font partie des mécaniques de sevrage, et du coup, y a-t-il des réponses sur ces parties-là? Peut-être docteur Galera, et puis après je reviendrai vers le plateau. Alors, ce que je vous propose, je vais partager avec vous une image qui a ses limites, mais si vous voulez, là c'est le médecin du sport qui parle, mais c'est comme pour soigner une fracture. Vous avez besoin de plusieurs choses. Il vous faut des béquilles, il vous faut une aide comportementale. Pendant 3 mois, vous allez en avoir besoin. Il faut des antalgiques, une anticoagulation préventive, comme il faut un soutien psychologique, comme il faut des conseils d'activité physique et diététique. Mais la clé, ce qui va déterminer le pronostic et la réussite de votre traitement, c'est l'immobilisation plâtrée. Si vous faites un très bon accompagnement comportemental, vous avez de très belles béquilles, vous avez un très bon accompagnement psychologique, vous n'avez pas mal, vous avez de bons antalgiques, vous avez de très bons conseils diététiques en activité physique, vous avez tout ce qu'il faut. Mais que le plâtre est mal fait, la fracture ne consolidera pas, vous faites ce qu'on appelle une pseudarthrose et vous galérerez avec des séquelles de cette fracture toute votre vie. La clé de la réussite du sevrage tabagique, c'est la bonne substitution nicotinique. Et on l'a fait paraître dans une publication qui date de moins de 15 jours avec la Société francophone tabacologie. On peut sans peine affirmer que plus de 90% des fumeurs dans ce pays qui reçoivent une substitution nicotinique, je rappelle que 86% des fumeurs, lorsqu'ils essaient d'arrêter de fumer, le font sans substitut nicotinique. Parmi ceux qui ont une substitution nicotinique, donc 14%, plus de 90% reçoivent une substitution nicotinique qui n'est pas conforme aux recommandations de bonne pratique. Donc, il y a moins de 1% des fumeurs qui est correctement soigné dans ce pays. Et ça, c'est pas possible. On parle bien de la première cause de mortalité évitable, du premier coût aussi économique pour notre système de santé. En d'autres termes, aujourd'hui, on sait finalement comment bien et le prendre en charge de manière efficace, mais ce n'est pas encore vraiment fait comme ça. Il y a un enjeu de promouvoir de la bonne pratique, en fait. Vous parliez de ce document qui donne le cadre de la prise en charge, de la posologie, de comment on va régler, je crois, adapter les doses de substituts nicotiniques. C'est là que le problème se joue peut-être aujourd'hui sur cet enjeu-là. La formation, ça semble être l'enjeu, c'est ça ? Oui, tout à fait. Enfin, la formation, déjà, c'est la base. Comme Brice le disait, c'est pas fait dans les écoles d'infirmiers. C'est pas fait non plus en médecine. C'est-à-dire, nous, nos cours de médecine en 12 ans, on a dû voir 10 lignes sur le tabac pour dire que c'est pas bien et qu'il faut arrêter de fumer. Mais il n'y a rien pour le sevrage nicotinique.
Et donc, comme le disait Dr Galera, c'est un enjeu de santé publique, à la fois d'un point de vue mortalité, mais aussi d'un point de vue coût. C'est extrêmement coûteux le tabac. À La Réunion, par an, grosso modo, c'est 1,5 milliard d'euros par an en coût social. Donc c'est monstrueux. C'est ce qu'a envoyé la France pour aider l'Ukraine depuis le début de la guerre. Pour faire un comparatif, ça c'est le coût du tabac à La Réunion par an. C'est énorme. Et vraiment, donc, plus de formation des professionnels de santé, que ce soit médicaux et paramédicaux, et aussi que les institutions soient derrière, parce que ça ne se fait pas tout seul. Il y a déjà le remboursement des patchs, il y a l'élargissement des prescriptions des substituts nicotiniques qui a été fait. C'est un beau pas en avant, mais voilà, il faudrait mettre les bouchées doubles, les bouchées triples. Oui. Alors, vous évoquiez justement, alors, on a la chance d'avoir Nelly de la CGSS, peut-être une réaction sur cette... Parce que ça semble bien être un levier, hein, la prise en charge des patchs nicotiniques. J'imagine bien que si on regarde avant et après cette date où effectivement on commence à rembourser les patchs, ça encourage largement le passage, en tout cas les tentatives de l'arrêt du tabac. Ça fait partie des politiques de l'assurance maladie et d'aller plus loin dans cette direction-là? Effectivement, la politique de l'assurance maladie est d'aider vraiment les fumeurs qui souhaitent arrêter de fumer en leur proposant donc le remboursement des substituts nicotiniques. Avant janvier 2019, c'est vrai que chaque fumeur pouvait bénéficier de 150 € par an. Donc c'était vraiment peu pour un accompagnement sur l'année. Et depuis janvier 2019, sur prescription, donc votre médecin, que ce soit les kinés, que ce soit les infirmiers, même les chirurgiens dentistes, les sages-femmes, peuvent donc vous prescrire un accompagnement par substitut. Et c'est une prescription, une prescription et un remboursement à 65%, au tarif sécurité sociale, plus si vous avez une mutuelle, donc c'est pris en charge à 100%. D'accord, donc effectivement, on peut aujourd'hui s'inscrire dans cet accompagnement et ce traitement presque comme une autre maladie, avec une prise en charge à 100% des frais que ça peut occasionner. Si je peux juste ajouter quelque chose, je suis complètement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit sur le manque de formation, mais il y a quand même un sujet, c'est que là, on parle du fait que le tabagisme, nous, on considère que c'est une maladie et on est d'accord sur ce plateau. Mais en fait, le problème, c'est que les fumeurs ne le considèrent pas du tout comme ça. Et la majorité des fumeurs ne pensent même pas aller voir leur médecin général, leur médecin traitant, quand ils ont envie d'arrêter de fumer. C'est pas quelque chose qu'ils vont aborder de manière spontanée en consultation. Nous, chez Santé publique France, c'est vraiment quelque chose qu'on essaye de promouvoir. Faites appel aux professionnels de santé. Et une fois qu'il y a un fumeur qui a passé la porte d'un professionnel de santé, nous, notre travail, il s'arrête. Nous, on a un peu gagné. On l'a emmené vers son meilleur allié. Mais en fait, il y en a trop peu qui font cette démarche-là. C'est trop peu connu que le professionnel de santé peut aider au sevrage tabagique. Bah oui, merci beaucoup. C'est effectivement vers ça, en fait, et c'est un des enjeux de cette émission. C'est aussi de pouvoir déconstruire un petit peu les idées reçues par l'information, par les faits, ces échanges avec les experts que vous êtes, pour essayer d'amener à cette conclusion qui est finalement la meilleure des méthodes. On va y revenir tout de suite après. D'ailleurs, je questionnerai le docteur Galera sur les méthodes, parce qu'en effet, on voit dans les médias, dans les réseaux sociaux, un certain nombre de méthodes. Là, on a essentiellement évoqué ce qui s'appuie sur les substituts nicotiniques, mais il en existe d'autres. Sur le marché, il y a aussi la publicité pour d'autres approches. Ce que je vous propose, c'est d'en faire le point tout de suite, mais finalement, l'idée, c'est de revenir à l'idée que la première des méthodes, c'est de pousser la porte d'un professionnel de santé pour ensuite faire les pas suivants et ensuite peut-être aborder la question des méthodes. Alors, docteur Galera, est-ce qu'on pourrait, peut-être sans aller dans une exhaustivité parfaite, mais balayer les principales méthodes que l'on peut voir en fait autour de nous aujourd'hui, hein, les gens sont sur les réseaux sociaux, on en voit un certain nombre. Alors très rapidement, donc la substitution nicotinique, mais je rappelle que lorsqu'elle est évaluée en général, c'est pas conformément aux recommandations de bonne pratique, mais à l'autorisation de mise sur le marché, la notice, donc qui condamne souvent les fumeurs au sous-dosage et à la perte de chance. Autre médicament qui est validé dans le sevrage tabagique, c'est le Champix, la varénicline, que malheureusement sur le territoire national on n'a plus depuis un petit moment et qui devrait revenir mi-2024, on l'espère beaucoup parce qu'il y a beaucoup de patients que ça avait beaucoup aidé. Un autre médicament qui est utilisé qui est le bupropion Ziban, qui a l'autorisation de mise sur le marché mais qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale.
Et ensuite, on a des approches non médicamenteuses, celles qui sont validées, c'est-à-dire qu'elles ont fait mieux que le placebo. Et quand on dit validé, c'est pas forcément que c'est très efficace, c'est juste que ça fait plus que le placebo, donc plus que la volonté seule. Vous avez les thérapies cognitivo-comportementales qui sont très intéressantes dans la prise en charge du sevrage tabagique. Et ensuite, on a des approches qui ont un niveau de preuve moins validé, voire pas du tout validé. Duquel je peux vous parler de l'hypnose, par exemple, que je pratique. Alors, c'est pas parce qu'une méthode est pas validée qu'elle est inefficace et qu'il faut parler de charlatanisme ou autre, mais il faut bien la placer, comme pour n'importe quel problème de santé, vous l'avez dit, en fait, la tabagisme, c'est une maladie. Donc, qui soigne. De la même manière qu'on ne va pas appliquer le même protocole de soins, le même traitement à chaque patient qui vient pour le même motif, qu'on va faire une prescription individualisée, une prise en charge personnalisée. Eh bien, par exemple, l'hypnose, moi, je l'utilise quasi quotidiennement. Je ne vous cache pas que juste avant de me mettre en ligne avec vous, je fais une séance d'hypnothérapie, une patiente, mais c'est souvent un traitement complémentaire. Alors ça, c'est réévaluer par rapport à la population que l'on suit. Moi, j'ai des patients qui sont ce qu'on appelle des hardcore smokers, des heavy smokers, des fumeurs qui fument beaucoup depuis longtemps malgré des conséquences secondaires. Par contre, là, je pousse un petit coup de gueule par rapport à des démarches de type laser ou autres qui ne sont fondées sur aucune réalité scientifique. Qui sont proposés à des prix qui sont au-delà de ce qui peut être respectueux envers les personnes victimes de cette dépendance et qui effectivement ont une efficacité qui est directement corrélée à la somme que vous demandez à votre client. Voilà, une séance à 1 000 € marchera mieux qu'une séance à 10 €. C'est à rapprocher et du coup, je vous demanderai aussi d'expliquer, vous évoquiez là très rapidement l'idée de l'effet placebo. C'est à ça qu'on raccroche une efficacité qui est proportionnelle au prix qu'on demande, c'est ça? Docteur Morlon, on en parlait juste avant le démarrage de l'émission. Oui, on en parlait juste avant. En fait, c'est un leurre. C'est comme vous avez 2 oranges qui sont identiques sur votre marché. Il y en a une qui a 10 € le kilo et l'autre qui a 1 € le kilo. Vous dites, waouh, celle à 10 € le kilo, elle doit vraiment être meilleure. Et vous allez acheter l'orange qui a 10 €. Et on va vraiment trouver qu'elle est très bonne. C'est comme le vin. Vous mettez une bouteille de vin avec une belle étiquette et un prix défiant toute concurrence, enfin un énorme prix. Waouh, super bouteille. Voilà. Il faut consommer avec modération, bien entendu, voire ne pas consommer du tout. Non, mais ça a été étudié là-dessus juste pour le market. Et donc, le laser marche de manière... c'est tout à fait pareil. C'est plus c'est cher, mieux ça marche. L'effet, il est celui-là, quoi. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet placebo. Voilà donc pour les méthodes, peut-être... Oui, je voulais juste souligner que les praticiens au laser ne sont pas des professionnels de santé aussi. Donc, ils n'ont pas eu une formation de professionnels de santé pour pouvoir réaliser cette pratique aussi. Donc pour résumer un petit peu cette question des méthodes, en fait, c'est pour ça que ce n'était pas forcément nécessaire d'être très exhaustif. En tout cas, il en existe un certain nombre. Certaines ont donné la preuve de leur efficacité, d'autres pas encore. D'autres aujourd'hui ne s'appuient sur rien de vraiment fondé. Mais notre enjeu aujourd'hui n'est pas tellement de tirer sur celle-là et de mettre en avant celle-là, c'est plutôt de ramener à l'idée de se faire accompagner, ça reste la meilleure des méthodes, se faire accompagner, et puis de pousser la porte d'un professionnel de santé, puisque ça va apporter effectivement le bon cadre à une prise en charge, et puis après les méthodes qui peuvent être soit des approches complémentaires, comme l'évoquait le docteur Galera, comme il le fait avec l'hypnose. On ne l'a pas évoqué là, mais moi j'ai lu aussi que l'acupuncture peut également être... Voilà, donc j'imagine que ça peut se mettre dans cette logique-là, d'approche qui soit complémentaire, mais l'intérêt c'est que ça soit fait dans un cadre professionnel, et donc avec un professionnel de santé. Voilà un petit peu le message. Alors, il y a une méthode qu'on n'a pas beaucoup évoquée là, et pourtant elle fait partie de notre entourage, elle fait partie de notre contexte. Elle est très présente dans le quotidien. Autour de nous, beaucoup de gens l'ont à la main. Il y a des boutiques spécialisées un peu partout, même à La Réunion maintenant, dans toutes les villes. C'est la vape, c'est le vapotage, c'est la cigarette électronique qu'on évoquait tout à l'heure. Je vous propose qu'on puisse évoquer un peu ce sujet et en débattre. Et pour l'introduire, je vous propose tout de suite un sujet. Alors Brice a participé au tournage de ce sujet. On va donc le retrouver dans ce reportage sur la vape.
Alors la vape, qu'est-ce que c'est? La vape n'est pas considérée comme un traitement de substitution nicotinique, mais c'est un outil de réduction des risques. C'est-à-dire que la vape va permettre de délivrer aux fumeurs désirant arrêter sa consommation de cigarettes de la nicotine sans forcément y ajouter du monoxyde de carbone qui est issu de la combustion provoquée par la fumée de cigarette. Tu peux me parler de la nicotine qu'on trouve dans la vape? Alors, pour un fumeur souhaitant arrêter de fumer, il est essentiel pour lui de rajouter de la nicotine dans sa vape. Pourquoi? Parce qu'un fumeur, généralement, fume pour obtenir de la nicotine. Du coup, si du jour au lendemain, il n'a plus de nicotine, son corps va avoir ce qu'on appelle des symptômes de manque. Irritabilité, difficulté à dormir, difficulté à se concentrer, ou même envie de fumer. Donc au moment où il passe à la vape, il est essentiel pour lui de rajouter de la nicotine dans sa vape pour éviter d'avoir des symptômes de manque et retomber dans la cigarette. Ce qui est dangereux, c'est de vouloir se délivrer de la nicotine en utilisant la cigarette qui, elle, va procurer du monoxyde de carbone. Ok. Du coup, dans la vape, il y a quoi en fait? La vape est composée de propylène-glycol et de glycérine végétale. Ce sont des composants qu'on retrouve dans l'industrie alimentaire, cosmétique ou encore pharmaceutique. L'objectif, c'est de pouvoir se délivrer de la nicotine sans forcément y ajouter de la combustion. Dans un flacon de liquide, on peut obtenir jusqu'à 20 mg par millilitre de nicotine. Ce qui est intéressant pour le fumeur, ce n'est pas tant la quantité de nicotine qu'on retrouve dans le flacon, mais la quantité de nicotine que son corps va assimiler. Généralement, les vapoteurs, ils sont tous pressés de diminuer leur dose de nicotine, alors que l'importance de la nicotine est d'éviter les symptômes de manque pour éviter de retomber dans la cigarette. Il est aussi très important de s'hydrater car le propylène-glycol et la glycérine végétale va venir assécher les muqueuses et provoquer des signes de déshydratation. Aussi, il faut éviter de garder la vape dans un endroit chaud, comme dans sa voiture, ou exposé au soleil, pour éviter tout risque de dégradation du matériel. Et oui, Oscar, il regarde l'émission, mais visiblement, ça n'a pas l'air de le toucher beaucoup. Il va falloir penser au sevrage. Alors, un reportage qui ouvre sur le sujet de la vape, assez explicatif, donc, sur c'est quoi, comment ça se consomme, de quoi c'est composé. Première question, je me tourne dans un premier temps vers le docteur Galera. La vape, c'est un substitut nicotinique qu'on peut considérer comme un outil d'aide au sevrage? Je crois que c'est la première question qui peut Alors, la vape peut être un outil d'aide au sevrage. Ça a été très bien dit par Brice, on est sur une démarche de réduction des risques. Donc, on va être très clair. Comparativement à la substitution nicotinique, la vape est moins sûre que la substitution nicotinique. Substitution nicotinique, on dit depuis 40 ans, on connaît parfaitement les effets indésirables. La vape, on a 15 ans de recul. Alors 15 ans, c'est pas mal, mais il faut rappeler que l'épidémie des cancers du poumon, après la mise sur le marché des cigarettes, il y a 20-25 ans de retard. Sur la base de ce que l'on sait, la vape, en évitant la combustion, évite aux consommateurs de s'exposer au goudron cancérigène et au monoxyde de carbone. Donc ça, il faut bien rappeler que c'est issu de toute combustion de n'importe quelle substance organique. Qu'on fume du tabac, qu'on fume du cannabis, qu'on fume de la verveine bio ou de la menthe poivrée, il y aura forcément des goudrons dans la fumée. Les goudrons ne sont pas présents dans le tabac. C'est la même chose que la suie dans une cheminée. Vous brûlez du bois, il y a de la suie dans la cheminée. Donc c'est la combustion qui tue. Donc en ce sens, en évitant la combustion, on peut espérer, ce qu'on espère tous, que la vape n'aura pas la même nocivité que la fumée de tabac. Je rappelle juste, et je ne le souhaite évidemment pas, que la société sanitaire publique, on a tous pensé la même chose avec les filtres au début des années 60. On a tous pensé la même chose avec les cigarettes légères. Donc je ne le souhaite pas. Mais le rôle du médecin, c'est de proposer non pas une alternative moins toxique, mais le traitement le plus sûr et le plus efficace à ces patients. Toutefois, la vape peut s'inscrire dans un protocole de substitution nicotinique. Brice l'a très bien dit, l'erreur, c'est souvent de ne pas administrer une dose suffisante pour éviter le manque. Donc l'erreur souvent des vapoteurs, c'est de chercher à baisser trop vite leur dose de nicotine. Et en fait, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils ne comptabilisent pas bien la dose de nicotine qu'ils prennent. Souvent, quand on reçoit des vapoteurs en consultation, ils nous disent « je vapote du 18 mg ». Alors non, j'achète un liquide concentré à 18 mg de nicotine par millilitre, mais vous vapotez 18 mg fois le volume que vous vapotez. Donc si votre recharge de 4 ml, vous en faites une tous les jours, vous vapotez 4 fois 18, c'est-à-dire 72 mg de nicotine, c'est-à-dire l'équivalent de 4 patchs de nicotine. Donc il faut bien faire attention à ne pas confondre la concentration et la dose.
Là où il y a un petit bémol, mais on pourra en discuter tous, et on n'est pas tous d'accord, hein, je le dis d'emblée, ce que je vais vous dire n'est pas consensuel et on a encore des discussions, c'est que d'après les études qu'on peut lire, la cinétique d'administration de la nicotine par la vape reproduit, notamment je parle des vapes de dernière génération et surtout celles qui utilisent des sels de nicotine, reproduit le shoot de nicotine. Alors c'est à la fois intéressant parce que le fumeur va retrouver ce qu'il recherche ou ce qu'il recherchait en fumant, et c'est à la fois quelque part un biais, une limite, dans le sens où un usage exclusif de la vape va maintenir la dépendance à la nicotine du client, alors pour le coup, client un jour, client toujours, au profit d'une réduction de risque que nous espérons tous, mais ce n'est pas le traitement le plus efficace pour se sevrer de la nicotine, et le mot sevrage est revenu souvent dans cette émission. Pour arriver à se sevrer la nicotine, il faut que la cinétique soit très lente. Et c'est ce que font les dispositifs transdermiques, les patchs. J'aurais le même bémol en parlant des gommes ou des formes orales. Ces formes à cinétique rapide doivent être utilisées comme variable d'ajustement dans la titration pour trouver la bonne dose et comme variable d'ajustement en fonction de votre journée. Mais l'usage exclusif de la vape est susceptible de maintenir la dépendance à la nicotine. Merci beaucoup pour ces explications. Ce que j'entends donc là, c'est que la vape, alors voilà, mais c'est souvent comme ça en santé publique, c'est pas tout noir, c'est pas tout blanc. Il y a ce qu'on appelle en santé publique une balance bénéfice-risque. Et on peut, ça dépend de quel côté on la regarde, et surtout, c'est très spécifique à la personne. Est-ce que vous souhaitez réagir et compléter, Docteur Morlon ou Brice? Vas-y d'abord. Pour compléter très clairement les patchs, les dispositifs transdermiques, c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle pour se sevrer d'un point de vue nicotinique. On l'a dit tout au début, ce qui fait l'addiction, c'est vraiment la cinétique, c'est le shoot. Les patchs délivrent de la nicotine de manière très lente et continue sur toute la journée. Et en fait, ça va nous aider à enlever les récepteurs, en fait, à inverser l'addiction, d'accord, jusqu'au moment où on peut retrouver quasiment, je dis bien quasiment, un cerveau de non-fumeur, d'accord, comme quelqu'un qui a pas été exposé. Et tout ce qui est gomme, vape et compagnie sert vraiment là plus d'agrément, en fait, le temps de monter les doses de patch. D'accord. D'ailleurs, au passage, on peut vraiment, des fois, on a des patients qui nous disent j'ai déjà mis un patch, ça ne marche pas. On peut monter à 3 patchs, 4 patchs, 5 patchs, 6 patchs. En fait, c'est pas très grave. Ce qu'il faut, c'est vraiment qu'il y ait la bonne dose de nicotine pour le patient. D'accord. Il n'y a pas de dose mortelle de nicotine. Et donc vraiment, la vape et les gommes, etc., sont plus là pour agrémenter, en fait, permettre de trouver le bon dosage pour les patchs et éventuellement de servir de variable d'ajustement, comme le disait le docteur Galera. Alors là, comme je reviens un peu sur cette idée de balance bénéfice-risque, même Bérénice Doré, si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas d'un point de vue plus santé publique, mais on voit quand même autour de nous, est-ce que la vape n'est pas un outil qui vont permettre à davantage de fumeurs qui n'étaient pas forcément ni prêts ni disposés à aller vers un accompagnement, vers un dispositif comme des patchs par exemple, puisque la vape ressemble quand même beaucoup à ce geste et à ce qui se passe quand on fume, auquel les fumeurs sont quand même relativement attachés. Donc est-ce qu'il ne représente pas un petit peu aussi une façon d'attirer un plus grand nombre de fumeurs très inscrits et très installés dans leur consommation de tabac, dans leurs gestes, dans leurs habitudes, vers des démarches, alors peut-être dans un premier temps de réduction de risques, et puis pourquoi pas après vers des tentatives de sevrage plus dans le cadre du traitement par substitut, comme vous l'évoquez là? Ça peut marcher dans les deux sens, hein. Ça veut dire que ça peut être une porte d'entrée comme dans le tabagisme. Ah oui, alors ça peut attirer des non-fumeurs, c'est ça? Ça peut être une porte d'entrée parce que c'est dans l'air du temps. Ça peut être une porte de sortie aussi, en effet, pour déclencher du sevrage éventuellement. Et je ne suis pas sûr que les gens qui vapent aient plus l'envie de se dire tiens, j'allais mettre des patchs à une grosse dose pour compenser mon addiction nicotinique. C'est pas... Je ne suis vraiment pas sûr de ça. On voit quand même, dans nos entourages, c'est quand même très, 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 très fréquent aujourd'hui de voir des gens avec des cigarettes électroniques dans la main. Donc, il y a cette idée il y a cet outil qui existe aujourd'hui. Il ne s'agit pas de le classer tout noir, tout blanc, bon, pas bon. En tout cas, il est évident que vis-à-vis des fumeurs, ça apporte quelque chose qui
voilà, c'est pas un geste anodin d'un fumeur qui décide de vapoter plutôt un fumeur qui décide de vapoter un peu et réduire son nombre de cigarettes, c'est pas une démarche qui est ni contradictoire ni mauvaise, c'est plutôt un pas qui va, c'est pas parfait, mais c'est un pas qui va vraiment dans le bon sens. Ma question, elle est là aussi parce que je pense que ça concerne quand même beaucoup de fumeurs, hein, on les voit partout autour de nous. Alors là, je m'adresse autant à ceux qui sont sur le plateau qu'au docteur Galera, voire même Justine à Santé publique France qui probablement sur la cigarette électronique a soit des éléments d'étude à nous communiquer. Oui, je voulais rappeler, depuis tout à l'heure, on dit que la cigarette électronique, c'est un outil de réduction des risques. Alors, je ne veux pas jouer les troubles faits, mais nous, de manière institutionnelle, on s'appuie sur le dernier avis du Haut Conseil de la santé publique qui a émis un avis, il me semble, il y a 2 ans sur le sujet du vapotage et qui estime qu'en vertu des études scientifiques qui ont été conduites aujourd'hui, ne permettent pas de statuer sur l'équilibre bénéfice-risque et donc ne dit pas que c'est un outil de réduction des risques. Après, de manière très pratique, et comme vous l'avez dit, je pense qu'il ne faut jamais décourager un fumeur qui a envie de se lancer dans une tentative d'arrêt. Mais voilà, nous, en tant qu'institution publique, on va orienter les gens vers des stratégies, vers des solutions qui ont été prouvées efficaces, comme le rappelait le docteur Galera tout à l'heure, donc plus efficaces que le placebo. Et aujourd'hui, le problème de la vape, c'est celui qui n'a pas été montré efficace et dont on ne connaît pas les risques à long terme de l'utilisation de la vapoteuse. Je peux réagir par rapport à ce qui vient d'être dit. Donc effectivement, sauf maladresse de ma part, j'ai bien dû préciser dans l'état actuel des connaissances, parce que, je le rappelle, j'étais pas là au début des années 60, mais j'aurais été le premier à dire à mes patients, le mieux c'est de ne pas fumer du tout, mais à choisir, il vaut mieux que vous fumiez avec un filtre que sans filtre. Pourquoi? Parce que c'est de la logique. Le filtre bloquant une partie des goudrons, il y aura forcément une réduction du risque de cancer du poumon. Peut-être pas beaucoup, mais ça va forcément aller dans la réduction des risques. 60 ans après, on comprend que finalement le filtre augmente le risque de cancer du poumon. Et comme il va faciliter l'inhalation de la fumée, pourquoi il l'augmente? Parce que le fumeur ne fume pas pour le geste ou la fumée ou le lien social. Il fume pour avoir sa dose de nicotine. Si vous mettez un filtre, il va falloir tirer plus fort à travers votre cigarette. Donc vous allez inhaler plus profondément la fumée. Et la seule chose qu'a fait le filtre, qui était la première stratégie marketing de réduction des risques présentée comme telle, c'est qu'aujourd'hui, elle a augmenté la proportion des cancers profonds du poumon, les adénocarcinomes. Donc cet outil de réduction des risques s'est avéré 60 ans après faire pire que le produit de départ. Donc effectivement, Justine a tout à fait raison de le dire. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que la vape réduit les risques. Dans l'état actuel des connaissances, avec le recul dont nous disposons, nous espérons, nous nous basons sur ce que nous savons. Par définition, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Voilà. Donc je vais le dire différemment. En termes de santé publique, avoir un recours exclusif à la vape est une perte de chance par rapport à avoir un accompagnement pour un professionnel de santé. Donc vous touchez du doigt le fait qu'effectivement tout le monde ne va pas consulter, mais ça revient à ce que disait Justine Avel tout à l'heure. C'est la conception que l'on a en France que le tabagisme est un comportement. Vous traversez l'Atlantique, vous allez en Californie, on va vous regarder avec des yeux de tourant en vous disant mais non, vous n'avez pas compris. Non, l'industrie du tabac, elle vend de la drogue. Vous êtes une victime, vous êtes dépendant, il faut vous faire hospitaliser, il faut vous faire soigner. Voilà. Donc effectivement, on a au bas mot 20 ans de retard dans la perception sociétale du tabagisme par rapport à d'autres pays qui ont bénéficié notamment de l'accès aux documents internes des industries du tabac. En France, très peu de personnes ont eu des retours par rapport à ces documents internes. Hein. Très peu de personnes ont entendu effectivement la réalité sur l'industrie du tabac et c'est ce qui laisse encore dans l'image, dans l'inconscient de beaucoup, cette notion de liberté. Alors qu'on est exactement en train de parler d'inverse. L'addiction, c'est la perte de la liberté. Merci beaucoup, ce qui permet de replacer le sujet du vapotage, de la cigarette électronique. En tout cas, ce que j'entends, ce que je retiens, c'est qu'aujourd'hui, parce que c'est le cas en santé publique, parfois, voilà, aujourd'hui, on ne peut pas dire tout noir, tout blanc. Il y a un doute, et ce doute amène peut-être au principe de précaution, et finalement, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. La première des démarches, le premier pas, c'est quand même de pousser la porte d'un professionnel de santé et de chercher un accompagnement. Je voulais juste ressouligner quelque chose par rapport à la vague. Bon, pour reprendre ce que le docteur Olivier Galera disait, c'est qu'aujourd'hui, on n'est plus dans un sevrage tabagique, on est dans un sevrage nicotinique. Donc
Moi, en tant que professionnel de santé, dans ma réalité de terrain, ce n'est pas d'inciter le fumeur à partir sur une vapoteuse, mais si le fumeur décide de prendre une vape, c'est de lui donner les conseils de bon usage de la vape. Parce que comme le docteur Galera l'a dit, il y a beaucoup de modèles, beaucoup de formes de résistance, de puissance de vaporisation, et c'est tous ces facteurs aussi qui vont engendrer aussi cette dépendance à la nicotine aussi. Du coup, il est important, je pense, pour les professionnels de santé aujourd'hui, d'être formés pour pouvoir éduquer le patient qui désire s'orienter vers ce genre de méthode d'arrêt du tabagisme. Donc message également pour les professionnels, à vous intéresser davantage à ces questions de tabacologie, à vous former. Il existe des formations courtes, des formations plus longues, des DU, un DU en tabacologie qui existe en France. Le temps passe, nous avons à plonger dans cette troisième et dernière partie de l'émission. On a parlé jusque-là des mécanismes du sevrage, on a évoqué les méthodes, on a évoqué cette question du vapotage, on en arrive à conclure à l'importance de pousser la porte d'un professionnel et de se faire accompagner. Ce que disait justement Justine tout à l'heure, c'est que finalement, là où des agences comme Santé publique France, même nous au niveau de l'IREPS dans nos actions, là où finalement on a gagné, c'est dès lors qu'on pousse cette porte de professionnels de santé. Et donc il existe des politiques, des actions, des grandes actions nationales pour essayer de favoriser ça, favoriser l'envie, le déclenchement de « je fais quelque chose pour arrêter de fumer, je pousse la porte d'un professionnel ». Et ça va être essentiellement ça, le sujet de la troisième partie de cette émission, les actions, les politiques en faveur du sevrage tabagique ou sevrage nicotinique pour reprendre vos termes. Je l'évoquais en tout début d'émission, c'est le 2 novembre, depuis hier, est lancé le Mois sans tabac. Ce que je vous propose pour démarrer cette troisième partie, c'est de voir ce spot que vous voyez probablement déjà à la télévision et sur les réseaux sociaux. En novembre, c'est Mois sans tabac, le meilleur moment pour arrêter de fumer. Vous savez pourquoi ? Grâce à l'application Tabac Info Service, chaque jour pendant Mois sans tabac, vous pourrez suivre vos progrès et vos économies. Il y a aussi, pour ne pas craquer, des tutos, des vidéos pour vous aider à arrêter de fumer et plein d'autres choses utiles. Alors, téléchargez gratuitement l'application et inscrivez-vous sur Mois sans tabac. Voilà, je remercie les invités de ce plateau qui ont bien accepté de venir évoquer, débattre, échanger avec nous sur ces sujets. Le docteur Morlon, cardiologue, Brice Picard, infirmier, qui ont quitté le plateau pour cette troisième partie d'édition. Nous accueillons un nouvel invité, François Duvard, responsable de la communication de l'IREPS Réunion. Bonjour François. Bonjour Cédric, donc je m'occupe de la communication, comme tu viens de le dire, à l'IREPS. Ça veut dire quoi, s'occuper de la communication à l'IREPS ? Eh bien justement, on est un centre de ressources, donc on a toute une partie sur la documentation, on a aussi une partie avec les chargés de projet, donc je m'occupe de la stratégie de communication avec tous les chargés de projet, et on a une partie sur la formation à l'IREPS, donc c'est pareil, il y a beaucoup de communication à faire, et donc je suis le responsable de la communication à l'IREPS Réunion. Et vous êtes là aujourd'hui puisque l'IREPS a une mission depuis 2023 qui est d'être l'ambassadeur Mois sans tabac, ce fameux dispositif que l'on vient d'évoquer, pour décliner cette campagne à La Réunion. Tout à fait. Du coup, on est les nouveaux ambassadeurs pour la 8e édition, c'est ça. Et puis nous restons avec Bérénice Doré, le docteur Galera, Justine Avenel et Nelly Lachoumi de la CGSS. Alors, le Mois sans tabac, c'est un grand programme, c'est quand même une grande campagne nationale qui n'est pas toute neuve, qui n'est pas si récente. Ça fait quand même quelques années que Santé publique France déploie cette campagne. Alors, je vais immédiatement me tourner vers la chef de projet de cette grande campagne nationale, Justine, qui est avec nous depuis le début de l'émission. Alors Justine, le Mois sans tabac, ça vient d'où et c'est quoi ? On va peut-être déjà commencer par là. Alors, Mois sans tabac, c'est un défi national où on propose à tous les fumeurs d'arrêter de fumer pendant 30 jours. L'idée, c'est qu'on les invite à s'inscrire sur la plateforme où ils vont pouvoir avoir énormément d'aides, d'outils. Notamment, depuis tout à l'heure, on dit pousser la porte d'un professionnel de santé, mais on peut aussi décrocher son téléphone pour le faire si on n'a pas les moyens de se déplacer.
Mais donc, Moi sans tabac, ça donc, comme vous le voyez là à l'écran, on va dire que ça marche sur 3 pieds, ce qui est très stable. Il y a évidemment une campagne de communication où on va motiver les fumeurs à arrêter de fumer. On a tous ces outils dont je vous parlais et qu'on pourra peut-être détailler plus tard, qui sont vraiment des outils d'aide au sevrage. Et également, on va s'appuyer sur beaucoup de partenaires relais, puisque nous, Santé publique France, on travaille au national, en région parisienne. On ne peut pas, par exemple, être extrêmement présent à La Réunion. Et c'est pour ça qu'on va avoir parmi nos partenaires les ambassadeurs régionaux de Moi sans tabac, qui, eux, ont cette vocation à vraiment déployer l'opération dans le quotidien des gens. Et Moi sans tabac, vous me demandez d'où ça vient. Donc en effet, en France, ça existe depuis 2016. Donc là, c'est la 8e édition. Mais ce n'est pas une invention française, c'est une invention britannique. C'est né en 2012 au Royaume-Uni avec l'opération qui s'appelle Stoptober. Donc ça se passait en octobre. Enfin, ça se passe d'ailleurs toujours en octobre au Royaume-Uni. Et en France, on a choisi le mois de novembre. Et l'idée, c'était le même principe d'avoir un moment pour inciter les gens à arrêter dans un collectif. D'arrêter de fumer pendant une 30aine de jours, puisque des études ont montré que s'arrêter 30 jours, ça multipliait par 5 les chances de pouvoir arrêter définitivement de fumer. Voilà pour un petit récapitulatif de Moi sans tabac. Est-ce qu'au cœur de cette stratégie, finalement, l'idée de cette démarche qui est collective, c'est-à-dire de chercher ensemble, avec d'autres, avec plein d'autres, de se lancer ce défi, ça fait partie des leviers qui rendent la démarche efficace ? Alors, je n'irai pas aussi loin que dire ça rend la démarche efficace, mais en tout cas, ça permet de motiver plus de personnes. On a fait beaucoup de focus group, donc d'études qualitatives avec des fumeurs qu'on interroge sur leur perception du tabac et de leur tabagisme. Et c'est vrai que souvent, les gens se disent, en fait, j'étais dans un collectif quand j'ai commencé à fumer, je fume, ce qui me permet d'être dans un collectif, et au moment où je suis dans une démarche d'arrêt, je suis seule. Et donc là, l'idée de Moi sans tabac, c'est un petit peu de renverser cette balance, de dire déjà, vous n'êtes pas seul parce qu'il y a des milliers d'autres fumeurs qui vont arrêter en même temps que vous, et vous n'êtes pas seul non plus parce qu'on vous propose plein de soutiens différents, dont le professionnel de santé qu'on met vraiment en valeur sur toutes nos campagnes, mais donc aussi pendant Moi sans tabac, pour arrêter de fumer. Et du coup, là, à l'écran, on voit les différentes aides qu'on propose donc pendant Moi sans tabac, mais qui sont pour la grande majorité pérennes, donc disponibles toute l'année, qui sont le site Tabac Info Service, où il y a plein de conseils, l'application dont on a vu le petit tutoriel il y a quelques minutes, le 3989, qui est ce que je vous disais, la ligne téléphonique qui permet d'être accompagné gratuitement par des tabacologues. Donc le suivi tabacologique est gratuit. Ce qui va être payant, c'est l'appel, mais en fait, il est non surtaxé, donc c'est comme si vous appelez un de vos proches. On est présent sur les réseaux sociaux, toujours dans cette logique de collectif. Et pendant Moi sans tabac, on a évidemment le site Moi sans tabac sur lequel s'inscrire et récupérer beaucoup d'informations et de conseils, et le kit qu'on peut commander et qui arrive gratuitement également pendant Moi sans tabac, où on retrouve aussi de différentes aides. Donc en fait, si pour quelqu'un qui veut effectivement s'engager ou en tout cas tenter de relever le défi dans ce cadre collectif qu'est Moi sans tabac, il a accès à tout ce que vous avez évoqué là, et la porte d'entrée, c'est l'inscription sur le site moisanstabac.fr, c'est bien ça ? C'est exactement ça. En fait, voilà, c'est pas si simple que ça. Il suffit de pousser la porte de moisanstabac.fr ou Tabac Info Service. Je crois qu'il y a plusieurs. Oui, les deux fonctionnent. Les deux renvoient sur la plateforme d'inscription. Alors, vous avez dit 8e édition, c'est ça ? Ça fait 8 ans que ça existe en France maintenant. Du coup, vous avez un petit peu de recul sur une démarche comme celle-là. Qu'est-ce que vous en tirez comme expérience ? Qu'est-ce que vous pouvez en dire aujourd'hui ? Alors, on a fait plusieurs études, notamment à l'issue de la première édition, parce que comme Moi sans tabac, c'est quand même un dispositif qui est onéreux, on ne va pas se mentir. Il fallait qu'on vérifie que ce soit efficace pour bien utiliser l'argent public. Et donc, on a fait de nombreuses études. Alors, il y en a qu'on fait en routine tous les ans, et il y en a vraiment des études d'efficacité qui ont été faites à l'issue de la première édition, où on a montré que justement, les gens qui faisaient une tentative d'arrêt pendant Moi sans tabac, donc sur le dernier trimestre globalement de l'année, avaient plus de chances d'être toujours sevrés 1 an après leur arrêt que ce qu'on observe en fait dans la littérature. Depuis le début de l'émission, on parle des 3% de personnes qui vont réussir sans aide. Avec Moi sans tabac, on a observé qu'on passe à 6 à 10% d'être toujours sevrés 1 an après avoir arrêté de fumer. On a aussi des études économiques qui ont été réalisées par l'OCDE qui ont montré que Moi sans tabac était rentable
puisqu'en fait, pour 1 euro, 1 euro dépensé dans le cadre de Moi sans tabac, c'était 7 euros qui étaient économisés à l'échelle du budget national sur toutes les maladies qui n'auraient pas à être soignées, sur les gens qui ne poseraient pas d'arrêt maladie parce qu'ils sont malades du fait de leur tabagisme. Donc D'accord, plutôt donc un recul très, très positif et satisfaisant de l'opération. c'est ça, c'est plutôt favorable et ça vous encourage à continuer. Est-ce que le dispositif a évolué depuis 8 ans? Est-ce que le dispositif, par exemple, l'édition 2023, est-ce qu'elle a des spécificités, des particularités par rapport aux éditions précédentes? L'édition, elle évolue plutôt chaque année, puisque, comme je vous le disais, on l'évalue en routine pour justement pouvoir l'améliorer à chaque fois, faire une meilleure édition à chaque fois l'année d'après. Là, on a des facteurs exogènes, notamment la pandémie de Covid a mis un coup d'arrêt à un grand aspect du collectif. Notamment, il n'y a pas pu avoir d'activité de terrain, puisque on était confinés, ou alors il était plutôt recommandé de ne pas avoir des regroupements. Et là, pour cette année 2023, on a noué un partenariat avec le groupe M6 et La France a un incroyable talent, justement pour s'associer à des figures connues, pour sortir un petit peu de l'image trop institutionnelle qui peut mettre à distance certains fumeurs. Et donc là, ça a collé à une émission très populaire, à Éric Antoine, qui est l'ambassadeur de cette édition, qui est donc un des jurés de l'émission, nous permet de toucher aussi d'autres personnes, de créer quelque chose d'un peu connivant entre Moi sans tabac et ces personnes-là, qui nous permet de toucher chaque année des personnes un peu différentes. Très bien. Alors, si je reprends ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez effectivement besoin de relais en région pour décliner sur le terrain cette campagne. C'est un des rôles de l'IREPS Réunion, qui est ambassadeur Moi sans tabac à La Réunion depuis cette année 2023. C'est bien pour ça que vous êtes là, François, Tout à fait. aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui va se passer à La Réunion de manière très spécifique autour du Moi sans tabac? Alors, donc du coup, ça se décline en quatre axes. Donc, on va le voir apparaître à l'écran. Le premier axe, ce sera des actions sur le terrain. Normalement, ça devrait apparaître dans pas longtemps. Donc, sur le terrain, c'est-à-dire, là, je crois de tête, le samedi 18 novembre, Leclerc-Saint-Pierre, caserne. Donc, ce sont des stands d'information à La Réunion. On va pouvoir trouver des professionnels de santé. En fait, ils vont être là pour vous aider à relever le défi qui est très simple, c'est arrêter de fumer pendant 1 mois. Ça paraît simple comme ça, mais du coup, n'hésitez pas à venir à Saint-Pierre le 18 novembre. Effectivement, il y a des tabacologues qui sont présents sur le stand et vous aurez l'occasion effectivement d'échanger avec des tabacologues. C'est ça. Le deuxième axe, du coup, on part sur un site internet qui est adapté pour les professionnels de santé. Donc, on voit la capture écran de la page d'accueil sur la gauche. Ce site va a été pensé pour l'utilisateur à la base, c'est-à-dire c'est pas quelque chose où on a à chercher, où on se perd un petit peu dans le site. Là, c'est très simple. Il y a trois choses écrites dans le menu. Donc, j'ai déposé un appel à projet CGSS. Donc, du coup, là, on sait On va qu'on est y la revenir personne. sur l'appel à projet CGSS, oui. On sait qu'on est la bonne personne, donc on va aller voir comment je peux être accompagné au niveau de la méthodologie de projet. Ensuite, on peut retrouver une carte des actions, donc des actions qui sont présentes à La Réunion pour le Moi sans tabac. On va retrouver une carte des officines partenaires et des outils. Donc les outils, ils sont là aussi sur la troisième partie pour qu'on puisse, au cas où, si on n'a pas vu que c'était écrit outils, on retrouve facilement le lien ici aussi. Et si on n'a pas déposé d'appel à projet, qu'on est très motivé, eh bien, on peut monter, on veut monter sa propre action, on va pouvoir trouver ses réponses sur le site internet ou rejoindre une action existante. Et pareil, on va retrouver les cartes des actions et des officines, puisque en fait, qu'on ait déposé ou pas l'appel à projet, ça va nous intéresser. L'idée du site, c'est donc là chercher à mobiliser en fait des acteurs de terrain pour qu'ils puissent être de plus en plus nombreux à relayer la campagne au plus près des Réunionnais. Exactement. Alors, appel à projet CGSS a été évoqué là. Effectivement, la CGSS lance un appel à projet tous les ans pour soutenir les acteurs qui veulent, auprès de leur public, dans leur enceinte, décliner le Moi sans tabac, c'est ça ? Effectivement, donc depuis 2016, donc l'assurance maladie est pleinement investie dans ce défi collectif de Moi sans tabac. Donc nous lançons un appel à projet, bien sûr en partenariat avec l'ARS et l'ambassadeur local. Donc cette année, c'est une nouveauté. Donc nous travaillons
avec l'IREPS. Et moi, je suis vraiment contente que vous ayez innové, que vous ayez déployé des outils qui vont permettre de mieux accompagner justement les promoteurs. Donc, nous avons recruté donc, des promoteurs, et ces promoteurs vont donc déployer des actions de terrain au plus près du public pour les accompagner justement à l'arrêt du tabac. Et puis, il me semble qu'il y a un dernier axe. Je crois, alors, il y en a même encore deux, mais ils sont connectés. Voilà. Le temps qui passe, on va essayer d'aller un petit peu vite. Oui, ça va aller très vite, il n'y a pas de souci. Donc, les deux derniers axes, c'est la partie donc, grand public. Donc là, on la retrouve, c'est la partie « Je suis fumeur ». Donc après, si on est non-fumeur, venir sur le site, pourquoi pas, on peut. Mais bon, c'est rassembler, diffuser une communication locale donc pour les Réunionnais. Donc, on va retrouver sur la page d'accueil, très simplement, un carrousel avec des vidéos nationales, donc on voit diffusées régulièrement à la télé ou sur les réseaux sociaux. Surtout des vidéos locales, donc avec des témoignages, des causeries santé, qui ont été faites justement, qui parlent un petit peu de la nicotine, un petit peu comme on l'a fait pendant cette émission. Des tutos aussi. On va retrouver la fameuse cartographie des pharmacies partenaires, donc pour trouver un kit à La Réunion. Si on est impatient d'aller chercher son kit, on peut le faire. Et des articles qui aident à casser les idées reçues sur le tabac. Après, on a une autre partie, donc juste un petit texte qui présente le mois sans tabac, c'est parti. On est le nouvel ambassadeur, c'est l'IREPS Réunion aujourd'hui. Donc, on reprécise un petit peu comment trouver son kit et surtout mettre le lien pour s'inscrire sur le site de Santé publique France. Et on a la cartographie aussi sur la page d'accueil qui va permettre de trouver, là, pas des pharmacies pour le kit Moi sans tabac, mais plutôt trouver près de chez soi des consultations de prise en charge du tabagisme. Et enfin, à la fin, le numéro de téléphone où il ne faut pas hésiter à appeler le 3989 pour pouvoir discuter avec un tabacologue en français et en créole. Voilà pour le... Donc, rassembler sur une seule et même page toutes les informations et outils qui permettent aux fumeurs de relever le défi ou en tout cas de se lancer dans l'idée de l'arrêt du tabac. Alors, voilà pour ce qui est du mois sans tabac. Je le rappelle, ça a été lancé hier, c'est tout au long du mois de novembre. N'hésitez pas et surtout, inscrivez-vous. C'est quand même ça, la porte d'entrée du dispositif. Il n'y a pas que le mois sans tabac. Et pour finir cette émission, juste deux derniers sujets. Ça se passe à la CGSS. C'est une illustration, c'est un exemple parce que le milieu professionnel, là où on travaille, c'est aussi un milieu qui peut être propice pour être aidé. Les employeurs peuvent aider leurs salariés à s'engager dans une démarche d'arrêt du tabac, de sevrage tabagique ou nicotinique, pour reprendre les propos qui nous étaient évoqués par les tabacologues. Alors, Nelly, à la CGSS, c'est ce que la CGSS a fait avec ses agents. Oui, effectivement. Donc, moi, je suis fière de vous parler d'une expérimentation qui a été menée à la CGSS. Donc, on est parti du 31 mai, donc de Journée mondiale sans tabac. Et on a proposé donc au personnel de la CGSS un accompagnement à l'arrêt du tabac. Alors, on a eu au départ un peu de mal à créer un premier groupe. Et donc, on a pu avoir un groupe de 10 personnes qui ont été accompagnées par une tabacologue, ainsi qu'avec la médecine du travail, en fait l'infirmière, notre service prévention de la CGSS. Et ces 10 personnes ont bénéficié d'un accompagnement pendant 2 mois et continuent même de bénéficier de cet accompagnement par une tabacologue qui est bien investie. Et une grande fierté, c'est que 10 fumeurs en moins à la CGSS. C'est 10 personnes, donc 100% de réussite. Du coup, ce premier groupe a parrainé un deuxième groupe qui est en cours de consultation. Ce sont des ateliers collectifs, en fait. Et donc, ce deuxième groupe est en bonne voie. Donc, nous n'avons pas encore les statistiques. On ne peut pas dire que ce deuxième groupe aura le même succès. Voilà. Donc, en fait, la CGSS est pleinement investie dans la santé, donc, la santé en entreprise, et propose donc aux fumeurs un accompagnement pour justement, pourquoi pas, avec l'ambition que ce soit un lieu public, une entreprise sans tabac. Ça, c'est bon. Ça, je m'avance un peu, mais ce serait vraiment l'ambition de la CGSS.
On y reviendra très, très, très brièvement tout à l'heure, mais tout de suite sur ce sujet de ce qui s'est passé à la CGSS pour vous illustrer une interview d'une personne qui est aujourd'hui ex-fumeuse et qui a bénéficié de cette action. J'ai commencé à fumer au collège, donc tout début de collège à l'âge de 11 ans. Voilà, entrée de collège et faire comme les copains. J'achetais mes cigarettes au détail et après au fur et à mesure j'ai augmenté ma consommation. J'ai fumé un paquet par jour au moins entre mes 13 ans et mes 30 ans. Moi, j'ai jamais voulu arrêter de fumer. Au départ, j'avais très peur. J'avais peur de ressentir les symptômes de sevrage, donc de m'énerver, de compenser sur la nourriture et d'essayer et d'échouer aussitôt. Et à l'occasion de la journée mondiale sans tabac, le 31 mai, mon employeur a fait venir une tabacologue sur mon lieu de travail. Et j'ai saisi cette opportunité-là, donc de la rencontrer, d'avoir des informations. On a fait des ateliers et c'était accessible, c'était là à disposition, c'était gratuit, donc j'ai pris ces infos-là. Les ateliers m'ont permis de comprendre comment ça fonctionnait le tabagisme et l'addiction en tant que maladie chronique. Et donc, comme j'ai compris comment ça fonctionnait, que c'était la fumée le plus gros danger et pas la nicotine, j'ai pu être à l'aise avec les substituts nicotiniques. Le patch et les formes orales qui vont délivrer de la nicotine, ça c'était ok. Et donc je pouvais fumer et me patcher en même temps. Et ensuite faire une transition donc entre la nicotine que je fumais et la nicotine donc, que je me posais en patch. C'était une phase qui était quand même compliquée pour moi, mais m'apprend le temps et après m'a pu intégrer cette notion-là. Et avec les collègues, on était tous plus ou moins au même endroit en fonction de ceux qui avançaient plus vite. On pouvait échanger, voir qui était à quel niveau, qui avait déjà ressenti ce qu'on ressentait. Donc on pouvait s'appuyer les uns sur les autres, s'épauler. Donc on avait un groupe, on échangeait sur le lieu de travail, en dehors également. Donc ça a été une grande force. On échange beaucoup moins qu'avant. Avant c'était quotidiennement et maintenant c'est quand il y a un coup de jeu, on sait tous qu'on peut s'appuyer sur le groupe et venir chercher la réponse à la question ou alors le réconfort dont on a besoin. Il faut qu'on apprenne maintenant à être non-fumeur. Et là où il y avait la réponse cigarette dans des situations comme le stress ou la joie, il faut qu'on apprenne à réagir différemment. Donc on le fait toujours ensemble, on s'épaule et on garde le lien également avec notre tabacologue. À mon avis, si j'avais eu l'envers du décor avant, donc j'aurais pas commencé à fumer. Il faut savoir que du coup, pour produire des cigarettes, il y a du travail d'enfants, donc dans des conditions qui sont extrêmement pénibles, qui les rendent malades. Ça a un impact écologique monstre, donc ça détruit notre belle planète. C'est bien ficelé, c'est tout un tas de cochonneries qu'on arrive à faire acheter aux jeunes et on leur dit c'est ça, c'est être rebelle, c'est juste de la manipulation. Il dit que si on parle, c'est qu'il fait bouger les lignes et que les important. Si on avait eu ces infos-là, on a beaucoup de choses que l'on aurait changé bien avant. Et donc même il veut qu'il en parle, mais il fait pas de télé, mais il veut que l'info il circule parce que les données que moi l'a eu l'a permis de changer un paramètre hyper important dans mon vie. Et si il peut toucher de monde, même si c'est rien qu'un, ben, le combat sera bien avancé. Voilà une belle illustration de cette action que vous évoquiez à la CGSS de La Réunion. Ce n'est qu'un exemple, en fait. L'idée, c'est de faire passer le message que le milieu professionnel, donc on s'adresse aussi aux employeurs, aux institutions,
qu'il est possible finalement de concourir à l'idée d'un avenir sans tabac auprès de vos salariés en sollicitant des dispositifs, parce qu'il existe en fait des dispositifs qui peuvent les aider. Vous parliez des entreprises sans tabac, on parle aujourd'hui des hôpitaux sans tabac, je sais qu'il y a des démarches qui vont dans ce sens-là, et il y a tout un tas de dispositifs, voire des financements pour vous y aider. Pour finir sur cette troisième et dernière partie d'édition, donc on approche effectivement à la fin de l'émission, c'est vers le professeur, parce que c'est bien professeur Doré, qui évoquait en début d'émission cet ambitieux projet d'avoir à La Réunion, à l'UFR Santé, un campus sans tabac. Alors, qu'est-ce que c'est d'abord un campus sans tabac ? Alors, merci beaucoup Cédric. Peut-être de façon générale, parce qu'on a quand même parlé de formation des professionnels. Je pense que c'est important de rappeler que déjà l'université, elle reflète notre société, et donc c'est un lieu privilégié également pour toutes nos actions de prévention et de soins. Il n'y a pas d'études, à ma connaissance, de la prévalence des fumeurs à l'Université de La Réunion. On va le faire. Bon, on sait globalement, et c'est plutôt un chiffre dans l'Hexagone, qu'il y a à peu près 25% de fumeurs chez les jeunes. On n'est pas forcément plus, on est peut-être plutôt moins à La Réunion, mais de toute façon, c'est un chiffre important. Donc déjà, à l'université, c'est vrai qu'on sensibilisait déjà au danger du tabac. Il y avait du dépistage de consommation, tout ce qui est promotion d'arrêt du tabac, et aider les jeunes. Ça, c'est la mission qui existe au niveau des centres de santé. C'est les SUMS qui sont impliqués. Alors là, certainement dans le mois sans tabac, mais évidemment tous les jours de l'année. On mène actuellement, donc avec un financement du ministère de l'Enseignement supérieur et de l'AMILDECA, une enquête pour mieux connaître les habitudes de consommation de nos étudiants, mais on met en place des actions de sensibilisation. Donc déjà, ça ne concerne pas que le tabac, mais le tabac a vraiment une place importante. Donc déjà, ça, c'est en cours. Puis je rappelle que nous, dans notre fac de santé, on parlait de la formation des professionnels. Moi, je suis comme les autres invités là du plateau. Moi, j'ai été très, très mal formée à tout ce qui était addiction en général et tabac en particulier. Donc, on parle d'addictologie dès la première année de médecine. Nos étudiants, ils sont formés dans le cadre du service sanitaire en 3e année, et ils vont avec d'autres étudiants en santé parler prévention, parler les mécanismes, parler des dangers du tabac, du sevrage auprès de leurs pairs, c'est-à-dire les autres jeunes dans les collèges notamment. Donc ça, c'est vraiment des actions qu'on mène depuis plusieurs années, et puis au jour le jour. Et puis oui, il y a l'histoire du campus sans tabac. Alors, ça ne va pas de soi, parce que je rappelais à mes étudiants il y a peu de temps qu'il y avait la loi Evin, 1991. La loi Evin, elle interdit donc tout ce qui est publicité et consommation du tabac dans certains lieux publics. Il y a les écoles, il y a les collèges, il y a les lycées, il y a les cours des lycées. Moi, quand j'avais 15 ans, je fumais dans la cour de lycée, ça a duré qu'1 an. Mais bon, Et puis, il y a la question des universités, où là, je veux dire, il n'y a pas d'interdiction à ce niveau-là. Donc, nous, la première étape qu'on souhaiterait faire, c'est un campus vraiment santé, sans tabac. Donc, dans la fac santé, qui est une fac toute nouvelle, donc à Terre-Sainte. Alors, les chiffres, on ne les a pas, mais on sait évidemment que le milieu universitaire en santé, il est très concerné. Il y a eu des études dans l'Hexagone qui ont montré en gros qu'entre 15 à 20% des étudiants en santé fumaient. Probablement d'ailleurs plus les infirmiers, puisqu'il y a un infirmier sur le plateau, que les médecins. Mais bon, nous, on est une fac, on va dire, à 3000 étudiants. Donc, ça fait déjà un grand nombre de personnes concernées. Et puis, chez les professionnels de santé, on n'est pas mieux, c'est-à-dire les professionnels de santé installés. Il y a à peu près, on va dire, 15 à 25% des professionnels de santé qui sont fumeurs. Donc, on se disait que c'était, on va dire, un projet important et qui s'intègre en fait dans un projet collectif. Nous avons été... Alors, les doyens des facultés de médecine ont été contactés il y a quelques mois par le professeur Karine Galopin-Morvan, qui est professeur à l'EHESP et qui est devenu d'ailleurs un campus sans tabac.
Et elle mène tout un travail pour faire le point justement sur les campus sans tabac en France. Je crois que c'est Prodef Campus. Les financeurs, c'est l'INCa, donc c'est l'Institut national du cancer. C'est la LNCC, donc la Ligue nationale contre le cancer. Donc actuellement, il n'y a pas beaucoup de campus sans tabac, de campus santé sans tabac en France. Je crois qu'il n'y en a que 4. Brest, Angers, Nantes, Rouen. Et puis, on va probablement être le 5e. Puisque on souhaite vraiment en 2023-2024 s'installer dans la dynamique. Donc, les objectifs, c'est vraiment déjà baisser la consommation de tabac, ça paraît évident, protéger à l'initiation du tabagisme. Hein, on a des jeunes, on sait que de toute façon, quand le tabagisme, comme toutes les autres addictions, commence tôt, c'est encore plus difficile, bien évidemment, de lutter contre. Donc, c'est vraiment protéger cette initiation au tabagisme, encourager aussi les ex-fumeurs à le rester. Et puis augmenter tout ce qui peut être comme ça, tentative d'arrêt. Donc, alors on a également, on va dire, des objectifs un peu secondaires. C'est évidemment qu'il y a un environnement plus sain, parce que bien évidemment toute la fumée passive, plus propre. Hein, si vous êtes allé dans le nouveau campus santé, c'est absolument magnifique. Il y a des plantes partout. Hein, on nous parle d'éco-campus. On parle de plus en plus également de santé-environnement. C'est clair qu'on n'a pas envie de voir des mégots partout dans le campus. Ça pourrait même réduire les coûts de nettoyage si je vais dans les objectifs. Hein, et puis, je pense que vraiment, une fac de santé a un rôle de leadership, hein, vraiment d'exemplarité en matière de santé. Donc, c'est important. Et on sait que quand même les étudiants en santé, que ce soit les médecins, les infirmiers, on l'a dit, c'est les futurs prescripteurs de l'arrêt du tabac. Et il y a quand même des études qui ont montré que, par exemple, un médecin fumeur, il était moins susceptible à demander quel était le statut de ses patients, il était moins à même à proposer des conseils pour l'arrêt. Il avait peut-être tendance à surestimer les capacités de ses patients justement à arrêter de fumer par la volonté. Donc, je pense que cette démarche, elle est complètement cohérente avec tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui. Donc une démarche assez globale vers la construction de ce que je disais, peut-être un avenir sans tabac. Alors ça sera évidemment pas pour demain, mais ce genre d'initiatives font partie de celles qui vont dans le bon sens, mises à côté de toutes les autres actions, initiatives et politiques, certaines qu'on a évoquées dans d'autres émissions que l'on a fait sur les addictions, notamment des choses qui sont faites dans les établissements scolaires. Voilà, nous avons fait le tour du sujet, en tout cas tel que nous l'avions préparé. Nous sommes passés au travers de nos 3 grandes parties, on a fait le point, on sait un peu mieux comment ça marche, le sevrage tabagique, on connaît un peu mieux les méthodes, on sait en tout cas que ça commence par passer la porte d'un professionnel de santé et d'aller vers une démarche d'accompagnement. On sait qu'on a le Mois sans tabac qui est là pour nous aider à faire le premier pas et on a des belles perspectives pour l'avenir. Je tiens à remercier l'ensemble des invités, ceux qui étaient présents, ceux qui sont en visio, d'avoir accepté de se rendre disponibles, de s'être connectés, de s'être déplacés pour venir construire avec nous cette belle émission. Remercier également les équipes de l'Université de La Réunion, les divisions autour les services d'audiovisuel, de numérique, de remercier l'Agence régionale de santé qui a financé en partie, en tout cas soutenu cette émission, remercier Nawar qui collabore également sur la production de cette émission et des sujets que vous avez pu voir, et puis l'équipe de l'IREFS de La Réunion qui participe à décliner la campagne Mois sans tabac sur le territoire. Quant à moi, c'est vous que je remercie de nous avoir suivis. Je vous invite évidemment dès ce soir tout de suite à aller vous inscrire, en tout cas pour les fumeurs, au Mois sans tabac, afin d'essayer de relever le défi collectivement. Et puis après, vous verrez bien. Et je vous souhaite une très belle soirée. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine émission de Santé Live ou dans une causerie de la santé. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner pour voir les prochaines. Merci beaucoup, au revoir, à très bientôt.